Bonjour, on reprend avec la vidéo de commentaires du Poli sur le système nerveux, la neurologie. Donc, nous en étions restés la dernière fois, en fait, à la nature du message nerveux. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que la nature de ce message nerveux, c'était une nature électrique, et que l'unité de base de ce message électrique, ça s'appelait un potentiel d'action. Alors, quoi ça correspond? Ça correspond au fait que quand il y a une stimulation du neurone, eh bien, la polarité de sa membrane, plus précisément de la membrane de son axone, s'inverse. C'est-à-dire que, en fait, au lieu qu'il y ait un excès de charge négative dans la cellule, il y a un excès de charge positive. Et en fait, cet excès de charge positive, il est transitoire, c'est-à-dire que ça dure pas longtemps, ça dure à peu près 3 millisecondes. Et deuxième point, ensuite, il se propage le long de la membrane de l'axone, justement. Et donc, du coup, quand on enregistre, si on met une électrode, on a stimulé ici, on a mis une électrode là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on voit une modification de la propriété électrique de la membrane qui a l'air de passer en fait au niveau de l'électrode. Et donc, ça donne ça. Donc le potentiel d'action, c'est-à-dire que d'abord la membrane, elle a une polarité négative, il y a un excès de charge dedans. Puis rapidement, il y a cette polarité qui devient positive, d'accord. Donc on passe en positif et rapidement on revient à une polarité négative, voilà. Et donc ça, c'est l'unité de base du message nerveux, le potentiel d'action. Du coup, maintenant, il y a une petite question, c'est comment est codée l'intensité de la stimulation avec ça. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, c'était une stimulation artificielle qu'on faisait dans notre petite expérimentation. Donc, on a un petit choc électrique ici. Mais si c'était une stimulation naturelle, là, il faudrait imaginer, il y a le fuseau neuromusculaire et on étire. Et donc, l'intensité de la stimulation, c'est par exemple, si on étire un petit peu, ou on s'étire beaucoup plus. Parce qu'il y a donc cette intensité de stimulation qui est codée dans le système nerveux. Par exemple, moi, si on me pince un petit peu la peau, je sens qu'on me pince un peu, mais si on me pince plus fort, je sens qu'on me pince plus fort. Alors comment le message, ça pince un peu, ça pince pas beaucoup, c'est codé. Alors, en fait, c'est codé en fréquence des potentiels d'action. Voyons ça avec ce graphique. Alors, on fait des stimulations, qui sont des stimulations artificielles, d'intensité croissante. Donc, par exemple, il y a une stimulation I1, I2, I3. Et du coup, on a nos fameuses électrodes d'enregistrement et on voit quel est le signal. Alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est que s'il y a une stimulation qui est faible, vraiment trop faible, et ben en fait, il n'y a pas de potentiel d'action. Ça suffit pas pour générer un message nerveux. Donc, le message nerveux, il a un seuil inférieur d'intensité pour être déclenché. Voilà, s'il y a une bactérie qui bouge à la surface de ma peau, ben elle est trop petite, elle fait pas un signal assez fort et je la sens pas. Donc par contre, au bout d'un certain temps, si on augmente l'intensité du signal, eh bien ça déclenche donc des potentiels d'action. Il y en a un certain nombre. Et si je fais une intensité plus forte, par exemple je fais un gros étirement plutôt qu'un petit étirement sur le faisceau musculaire, ce que je vois, c'est que les potentiels d'action, ils sont inchangés en termes d'amplitude, en fait. Leur nature ne change pas. Par contre, il y en a plus. Et il y en a plus par unité de temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence, quand il y a plus d'événements par unité de temps. Voilà, donc tout simplement, ce qu'on dit, c'est que l'intensité d'une stimulation d'un neurone, est codée en fréquence des potentiels d'action. Ça, c'est vraiment à retenir. D'ailleurs, petit point qui ne figure pas sur ce figuré là, mettons je ferais une intensité I3 encore plus forte, et ben il y aurait le même nombre, la même fréquence de potentiel d'action qu'en I3. Si je faisais en I4. Parce que en fait, il y a une intensité de stimulation maximum. Au bout d'un moment, pour continuer à me pincer de plus en plus fort, j'en tirerais toujours le même gros pincement. Et je ferai plus la différence entre on me pince très 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 fort et on me pince très très fort. Voilà, donc il y a aussi une fréquence maximale de potentiel d'action en fonction de la stimulation. Voilà, donc ça c'était le message nerveux, de quoi il est constitué, les potentiels d'action, et comment est codée l'intensité de la stimulation, qu'on vient de voir.
Maintenant, dernier point qu'on va voir, alors c'est ce qui se passe au niveau des synapses. Alors en effet, quand on a vu ce qui se passait au niveau du réflexe myotatique, on a vu qu'en fait, il y a deux types de neurones impliqués principalement dans cette affaire. Un qui amène le message vers le système nerveux central, la moelle épinière. Donc c'est le neurone afférent qui est sensoriel, et après il y a un autre qui est le neurone efférent, qui est donc le neurone moteur. Et donc en fait il y a des zones où bien l'axone qui transfère le message nerveux, les potentiels d'action, il n'est pas continu, c'est-à-dire que là l'axone du neurone sensoriel il s'arrête, il forme une espèce de petit bouton, un espèce de petit renflement, un petit épaississement. Et puis là, pareil, le motoneurone, il a un axone, et cet axone, en fait, il s'arrête au contact du muscle. Et donc, ça pose un problème, enfin un problème, c'est exagéré de dire un problème, mais ça pose une contrainte pour la transmission du message nerveux, c'est qu'il y a forcément un espace ici. Or, le PA, on a vu, il se propageait le long de la membrane. Donc, si la membrane, ici, elle s'interrompt, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne le relais pour transmettre le message entre deux cellules différentes. Voilà. Et donc, alors la zone de contact qu'il y a entre deux cellules différentes du système neuromusculaire, ça s'appelle une synapse. Voilà. Alors la synapse, il y en a dans le réflexe myotatique, c'est un petit rappel, il y en a deux. Il y a une synapse entre le premier neurone et le deuxième neurone, c'est une synapse neuroneuronique. Et puis il y a une synapse qui est d'un style un peu différent, qui est une synapse neuromusculaire, parce que c'est le point de contact entre le neurone moteur, là, et le muscle, donc neuromusculaire. Bon, alors, comme souvent en biologie, pour voir un peu comment ça fonctionne, on va d'abord voir comment c'est constitué. Alors, comment c'est constitué une synapse? Eh bien, on regarde comme d'habitude, souvent au microscope. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit la membrane d'une première cellule, elle est là. Voilà. On voit la membrane d'une deuxième cellule, d'ailleurs on note qu'il y a plein de replis pour la membrane de cette deuxième cellule. Et entre les deux, il y a un espace très 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 fin. Alors du coup, la première cellule, ça va être ce qu'on appelle l'élément présynaptique, là. La deuxième cellule, c'est ce qu'on appelle l'élément postsynaptique, d'accord? Pré, c'est avant, post, c'est après. Puis entre les deux, le fin espace qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Et donc en fait, une synapse, c'est pas vraiment, si on veut, une structure comme une cellule, c'est pas un objet précis, c'est une zone de contact. Donc il y a une partie de la cellule, un espace, et une partie d'une autre cellule derrière. Et ça, c'est la synapse. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai mis dans le poly, et il y a un schéma d'interprétation, c'est-à-dire une mise en légende de ce qu'on voit. Alors la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'en fait dans l'élément présynaptique, il y a tout un tas de petites billes là, il y a comme des tas de petites billes qu'on ne voit pas du tout du côté de l'élément postsynaptique. Alors soit dit en passant, pour ceux qui se poseraient la question, les choses qu'on voit là du côté de l'élément postsynaptique, alors des espèces de patates là avec des rayures, ce sont des mitochondries, parce qu'en fait là c'est une cellule musculaire, hein, donc on est au niveau de la synapse neuromusculaire. Et en fait, les muscles, ils ont besoin d'énergie, et ce sont les mitochondries qui leur procurent. Les espèces de fibres là qu'on voit, de rayures, ça c'est ce qu'il y a essentiellement dans un muscle. C'est ça qui permet la contraction du muscle. Donc tout ça, c'est normal dans une cellule musculaire. Voilà. Donc revenons au truc le plus important dans cette histoire, qui est les petites billes qui sont là. En fait, les petites billes qui sont là, elles sont essentielles pour transmettre le message qui vient d'ici, de ce côté, de l'autre côté. Alors comment ça se fait? En fait, c'est que ces petites billes, elles sont remplies d'une molécule particulière qu'on appelle un neuromédiateur ou un neurotransmetteur. Les deux termes sont à peu près synonymes. Et dans le cas d'une synapse neuromusculaire, comme on a là, la molécule qui est contenue dans les petites billes, ça s'appelle l'acétylcholine. Alors petite précision. Pour un type de neurone donné, par exemple un motoneurone, il y a un type de neurotransmetteur dans les petites billes au niveau de sa partie présynaptique. Chaque neurone a un neurotransmetteur. Voilà. Et donc, alors, comment ça marche avec ces petites billes? Alors, en fait, ce qui se passe avec ces petites billes, c'est que s'il y a un potentiel d'action qui arrive là, ces petites billes, elles vont éclater, en fait. Alors, elles vont pas éclater n'importe comment.
elles vont éclater en fait en fusionnant avec la membrane de l'élément présynaptique. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une petite bille qui est là, la petite bille, hop, ploup, elle fusionne ici, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère dans la fente synaptique son contenu, l'acétylcholine qui y a là. Alors cette fusion de petites billes, alors il y a un certain nombre de processus en biologie où ça se passe, qui pas seulement en neurologie, et ça porte un nom, ça s'appelle l'exocytose. Donc exo c'est extérieur et cytose c'est de la cellule, donc il faut imaginer que c'est une cellule qui produit quelque chose à l'extérieur d'elle-même. Voilà, donc il y a l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui est libéré dans la fente synaptique. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ce neurotransmetteur une fois qu'il est dans la fente synaptique? Et ben en fait, du côté de l'élément postsynaptique, sur la membrane de l'autre cellule, là, il y a des récepteurs en fait de ce neurotransmetteur. Alors, ces récepteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines qui en fait ont une forme complémentaire de la molécule libérée là du neurotransmetteur. Donc en fait, il y a une adhésion du neurotransmetteur sur le récepteur en face. Et qu'est-ce qui se passe suite à cette adhésion? En fait, la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur, ça déclenche de l'autre côté un nouveau potentiel d'action. En fait. Alors ici, c'est un potentiel d'action musculaire, parce que les cellules musculaires sont des cellules excitables comme les neurones. Et c'est ce nouveau potentiel d'action musculaire qui déclenche la contraction musculaire de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est comme ça que se transmet le message nerveux à travers une synapse, grâce à un neurotransmetteur stocké dans l'élément présynaptique, qui est libéré par exocytose suite à l'arrivée de potentiel d'action là, dans la fente synaptique. Il y a fixation sur l'élément postsynaptique au niveau de récepteur, et du coup, ça déclenche un nouveau potentiel d'action de l'autre côté. Voilà, alors petite précision, bon, ça paraît évident, mais il y a un codage, encore une fois, de l'intensité de la stimulation, qui est un codage, cette fois qu'on dit être en concentration. Tout simplement, concentration de neurotransmetteurs libérés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de PA qui arrivent là, il n'y a pas beaucoup de bulles qui éclatent, donc il n'y a pas beaucoup de neurotransmetteurs libérés, donc il n'y en a pas beaucoup qui se fixent sur les récepteurs, donc il n'y a pas beaucoup de potentiels d'action qui naissent de l'autre côté de la synapse. Par contre, s'il y a plein de potentiels d'action qui arrivent, s'il y a une grosse fréquence, il y a plein de bulles qui éclatent, il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein de potentiels d'action en face. Voilà, ça c'est le codage en fréquence. Alors du coup, cette histoire de synapse, ça a quand même un impact parce que par exemple, quand on fait faire un réflexe myotatique à quelqu'un et que ça marche pas, c'est-à-dire qu'on lui frappe le tendon et qu'il n'y a pas d'étirement réflexe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince sur le trajet du système nerveux. Et ce qui peut coincer, ça peut être la synapse neuromusculaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici, et par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la myasthénie, où ce qui se passe, c'est que le corps produit des anticorps de façon anormale, et ces anticorps, ils viennent se fixer sur les récepteurs. Du coup, il y a bien de l'acétylcholine qui est libérée, mais vu qu'elle peut pas se fixer sur le récepteur en face, ça fait pas de message nerveux, ça fait pas de message, du côté muscle. Donc ça fait une espèce de paralysie. Voilà, donc le fait d'avoir le réflexe myotatique qui ne marche pas, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas bien du point de vue de notre système nerveux. Voilà, et bon, petite remarque, il y a un certain nombre de poisons qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils bloquent la synapse neuromusculaire, du coup, ça déclenche une paralysie. Ça peut même être mortel dans certains cas. Voilà, donc ça, c'était donc la synapse. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.